Suivre votre magazine Kiosque, le dernier numéro de la semaine qui sera consacré exclusivement du gouvernement Sama 2. Le gouvernement, le remaniement, c'est l'actualité de ce matin avec des permutations, des nouvelles entrées, et certaines personnes qui ont quitté le gouvernement. Analyse et commentaires, c'est dans Kiosque. Madame, Messieurs, nous allons tout d'abord lire les titres de journaux parus dans la capitale ce 24 mars 2023. La prospérité, le journal La Prospérité a titré ce matin « Sama 2, voici l'équipe remaniée ». Voilà. C'est les titres du journal La Prospérité de ce matin. Et puis un autre journal que nous avons reçu ce matin, c'est Congo Nouveau, qui écrit « Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, récompense ses fidèles poids lourds ». Ça, c'est les titres de Congo Nouveau. Un autre journal, le potentiel, qui revient sur la visite ou les séjours à Kinshasa de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Et autre titre, autre journal, c'est la tempête des tropiques qui précise que c'est dans la peau d'un avocat d'affaires international qui est Nicolas Sarkozy veut sauver Paul Kagame. C'est donc l'analyse faite ce matin par la tempête des tropiques. Madame, Messieurs, nous avons deux invités. Le premier est déjà là, alors nous allons commencer avec lui. Il s'agit de Christian Moleka. Bonjour. Bonjour madame. Alors le gouvernement Sama, sans plus tarder, hier il y a eu remaniement. De façon un peu globale, quelle analyse vous faites de ce gouvernement? Merci beaucoup. C'est déjà un remaniement qui était attendu depuis les départs des ministres de l'ensemble. On va se rappeler le départ du ministre au Chérubin Okende au transport, de Mwando au ministère du Plan, l'éjection du ministre de l'économie au Parlement. Donc il y avait beaucoup de vacances et puis il fallait rééquilibrer l'alliance parce que la sortie de Moïse Katumbi, donc avec le départ de ses poulains, a fait qu'il fallait recentrer cette nouvelle alliance stratégique du président avec ses anciens alliés qui sont restés. Et donc l'équipe Sama 2, c'est le reflet de ce resserrement de l'alliance autour de Caméré, de Jean-Pierre Bemba et le retour qu'il faut signaler de Mbusa Nyamoussi. Oui, qui est un acteur très important, notamment dans la région du Grand Nord, et qui est certainement également en très connexion avec les pays comme l'Ouganda. Et donc, on sent qu'il y a un resserrement stratégique et éventuellement un gouvernement qui prépare également les prochaines élections. Alors, pour certains, c'est du lourd. Il y a des poids lourds qui ont fait l'entrée dans ce gouvernement. Vous avez Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Mbusa Nyamoussi. On peut s'attendre à un changement. Oui, d'abord des poids lourds de par leur personnalité, de leur carrure. Donc on a en fait une sorte de ma tête à deux. Lorsqu'on a vu des chefs des partis, des poids lourds revenir au gouvernement, c'est toujours à la veille des grandes échéances politiques. Et donc vous avez un gouvernement qui a des lourds, ce qui va poser certainement des questions sur les capacités du Premier ministre Sama à manager ces hommes-là. Et donc on devra observer dans les jours à venir comment le gouvernement va évoluer en termes d'organisation, parce que ces personnalités-là, non seulement ils ont des attaches avec le président, ils ont de la personnalité des légaux, donc il faudra voir comment le gouvernement le Premier ministre pourra les mener. Deuxièmement, ça sera difficile, vous voulez dire ça? Ce sera en fait le gouvernement, c'est d'abord de relations humaines. Et lorsque vous avez comme autorité, en fait, sous votre autorité, des personnalités fortes, ça impacte les relations humaines. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'on verra la capacité du Premier ministre à s'adapter à ce nouveau architecture gouvernementale qui met devant lui des personnalités fortes et qu'il devra lui coordonner. Donc, soit il va s'effacer totalement et disparaître, soit il restera à construire, je dirais, une sorte de passerelle de communication entre ces pôles qui naissent, en fait. Parce que vous aurez maintenant, en fait, on va probablement revenir dans les formats où on avait un pôle économico-social et un pôle défense qui correspond en quelque sorte au format 1+4, hein, où on avait des vice-présidents qui avaient des pôles fédérateurs. Donc, on pourra avoir un gouvernement avec un pôle défense fort autour de Jean-Pierre, pôle sécuritaire, un pôle économique social fort autour de Caméré, et donc un Premier ministre qui pourra être au milieu et essayer de tenir la maison. Donc c'est pourquoi je dis que ça dépendra de sa capacité de leadership. Mais par contre, ce qu'il faut soulever, c'est qu'il faut mettre un accent particulièrement sur des profils, certains profils.
Vous prenez le profil par exemple de Jean-Pierre Bemba. Oui, avant le profil d'abord Samalou Kondé, le Oui. Premier ministre, il est revenu avec Sama 2. Est-ce que beaucoup ça a étonné plusieurs personnes, hein, beaucoup espéraient le voir partir et avoir un autre Premier ministre. Oui, mais pour avoir un autre Premier ministre, ça aurait été possible dans l'hypothèse où, par exemple, Ensemble rejoignait la dynamique. Parce que ça m'a été porté dans quelles conditions? Dans les conditions où on voulait avoir un Katumbi Premier ministre et où il fallait calmer l'électorat au niveau de Katanga. Parce que, faut pas oublier, ça m'a compte devait de Katanga. Et donc, à défaut de ramener l'ensemble dans les carcans, changer de Premier ministre aujourd'hui allait demander de rechanger toute l'architecture du gouvernement. Et je crois que le président a fait l'option d'un minimum de stabilité parce que ça allait demander des consultations. Et on sait au Congo, consultation veut dire les temps, éventuellement consulter les différentes majorités. Et donc, on allait prendre du temps. Il a fait le choix de la stabilité. Le temps est très court pour lui. Stabilité, mais renforcée en capacité avec des lourds qui viennent plus ou moins équilibrés. Avec les 8 mois qui restent pour les élections. Oui, avec les mois qui restent pour les élections. Et si vous voyez bien la cartographie qui se présente aujourd'hui, ça veut dire que vous avez un président qui veut à tout prix gagner les voix dans le nord et le sud Kivu, parce que vous avez Kamere qui entre, vous avez Mboussa qui entre, et qui va s'appuyer davantage sur l'ouest, avec un Jean-Pierre Bemba, éventuellement Jean-Lucien Boussa, Guy Luando, tous ceux qui sont là, pour permettre de contrer probablement les voix du sud avec le Katanga qui va servir de point focal d'opposition. Mais de façon générale, et on voit que ces gouvernements, ce sont les mêmes têtes qui sont revenus, à part ces noms-là que vous venez de citer, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, c'est pratiquement les mêmes personnes qui font leur retour à Sama 2. Oui, mais parce que, en fait, le rapport de force politique ne change pas pour l'instant. Vous avez un gouvernement qui reste, en fait, un régime qui reste très focalisé sur 2023, qui est une échéance importante, et qui dit 2023, la réelle politique, c'est travailler avec les forces en présence. Et pour l'instant, les forces en présence sont celles-là. Donc, nous n'avons pas réussi comme souhaité, à renouveler les rapports des forces politiques à l'intérieur. Et donc, la réelle politique, on construit la politique avec ce qu'on a. Et donc, il ne peut construire qu'avec les acteurs intégrant un rapport de force pour l'instant entre Mais on pouvait quand même changer des personnes, même dans un parti politique, on prend une autre personne que les personnes qui étaient là. En fait, nous sommes dans une logique où on pourrait ne pas avoir des élections en 2023 et donc on pourrait aller en négociation. Lorsque vous avez vos alliés sûrs et que vous les rassurez, c'est-à-dire vous construisez un front. Pour le président, il s'agit aujourd'hui de renforcer un front autour de lui, parce qu'il est probable qu'il y aura un autre front qui va se mettre en place de l'opposition en face de lui. Et donc, c'est davantage un jeu politique qu'un jeu de gouvernance en termes de gestion. On serait dans une logique de gouvernance, qu'on chercherait d'autres profils techniques, ainsi de suite. Mais puisqu'on est dans le jeu politique avec des échéances à venir, donc on renforce des alliances stratégiques à travers les postes politiques. Alors avec Sama 2, est-ce que la population va se retrouver cette fois-ci? Est-ce qu'on va rectifier les tirs? Ça sera possible avec les temps qui courent, par exemple sur le plan économique, le social et tout? Est-ce qu'on peut espérer? Ce sera compliqué, ce sera très compliqué parce que comme le gouvernement tel que vous le voyez, il s'oriente davantage sur les questions politiques et sécuritaires. Donc c'est vraiment un gouvernement qui est mis en place pour répondre aux défis politiques et sécuritaires d'abord. Ensuite, les questions économiques vont suivre. Donc je crois que ce sera difficile, mais ça restera à la une. Mais la plus grande préoccupation aujourd'hui semble être sécuritaire et politique. Et dans la sécurité, il y a Jean-Pierre Bemba qui est à la défense. Quelle analyse vous faites de ça? C'est quand même l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est un homme qui a d'abord la connaissance des questions sécuritaires. Il a été chef de guerre pendant très longtemps, donc il connaît les hommes, il connaît les questions militaires au Congo, il connaît les acteurs sous-régionaux, notamment l'Ouganda. Il faut ajouter également le fait que si vous prenez la cartographie aujourd'hui de ce qu'on appelle l'état de siège, beaucoup des hommes qui ont été placés à la tête, quelques hommes qui ont été placés à la tête de l'état de siège, sont des hommes qui sont venus de son giron. Qu'il s'agisse du général Ndima, qu'il s'agisse du général Alongaboni. Donc il a la capacité de connaître les hommes, de construire des alliances au niveau régional, et donc c'est un atout supplémentaire. Et je pense que le fait qu'il y a quelques jours, on ait remis le commandement des opérations au général Ndima, notamment au Nord Kivu, dénote de la volonté de clarifier quelque peu le commandement et d'amener du 109. On a eu beaucoup de critiques autour du ministre Kabanda, et donc à un moment où l'armée subit beaucoup de revers, ce changement stratégique était nécessaire. Et je crois que le profil me paraît assez normal par rapport aux questions de la région, les questions actuelles aujourd'hui. Alors cette nomination de Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère de la Défense comme vice-premier ministre, c'est ça, en charge de la Défense, c'est un peu en
on fait un peu un parallélisme avec ce qui s'est passé en 1963 avec Muchombe, quand il était nommé pour... il a mis fin à la session katangaise, voilà. Oui, effectivement, en fait, vous n'avez pas tort de souligner l'alliance. On a eu pendant les premières années un Tchombe qui était opposé à Kinshasa et qui en a même été le frondeur. Et lorsqu'il a fallu retravailler à l'unité du pays, c'est lui qu'on a rappelé pour apporter à la fois sa connaissance d'abord des mercenaires, du réseau sécuritaire, parce qu'il a amené les mercenaires pour aider l'armée nationale à refonder le pays. Oui, l'approche peut être plausible parce que Jean-Pierre connaît la question sécuritaire, il a travaillé comme chef de guerre et donc a mené son expertise au service de Kinshasa. L'approche peut être plausible. Par contre, il y a un aspect que moi j'ai également relevé, c'est que depuis le gouvernement Mouzitou I, le ministère de la Défense a toujours été entre les mains des personnes des provinces de l'Ouest. Si c'est pas la province orientale comme Atama, c'est la province du Katanga avec Mondo Simba ou avec Ngoyi Mukena. C'est la première fois depuis 2006 pratiquement que nous avons un ministre de la Défense qui vient de l'Ouest. Et c'est un regard très particulier parce que ça change un peu avec l'architecture militaire que nous avions. Nous avons donc un ministre de l'Intérieur qui est du Kasaï, un ministre de la Défense qui est de l'Ouest et qui change totalement avec l'architecture que nous avions eue sur le sécuritaire depuis 2006 qui était soit province orientale, soit les Katanga, soit le nord ou le sud Kivu qui tiennent l'intérieur et la défense et quelques rares personnes comme le Manu et Bochab qui sont venus du Kasaï. Alors on peut s'attendre avec les retours peut-être à Kinshasa, nous analysons de ces grands généraux bien formés qui s'étaient cantonnés à Brazzaville. Généraux, oui peut-être, mais je crois que ce qu'il faudrait attendre de ce nouveau changement-là, c'est une clarification du commandement déjà, au personnel sur le terrain. Connaissant les acteurs, je crois que ça passerait mieux en termes d'échange. Une clarification du commandement, un renforcement de l'alliance avec l'Ouganda, que nous étions en train de perdre, qui s'est rapproché du Rwanda. Et donc le fait qu'aujourd'hui nous ayons des hommes proches de l'Ouganda comme Moussa, peut travailler à casser l'alliance qui se met en place entre l'Ouganda et le Rwanda, et donc un changement diplomatique au niveau sous-régional. Oui, et puis éventuellement peut-être des moyens supplémentaires au niveau des finances et pourquoi pas, la guerre s'accompagne toujours du renseignement, une remise totale des services de renseignement, notamment les renseignements militaires. Alors avec une autre entrée, c'est celle de Moussa Nyamwisi, du côté de l'intégration régionale, sans savoir voir l'impact sur la situation de l'Est. Moussa, c'est un Andé du Grand Nord, c'est l'homme de Beni Boutembo, qui a toujours eu je dirais, des contacts très rapprochés avec Museveni également. Et donc, l'entrée de Moussa, à côté d'ailleurs du ministre Moïndo, ça montre également la place qu'occupe le Grand Nord depuis très longtemps sous les questions de politique chez nous, la communauté Nandé, qui est une communauté très abondante et qui occupe parce qu'il est en Ituri, il est au Grand Nord et qui beaucoup de provinces, même jusqu'au Maniema, et donc qui dénote à la fois du poids politique de la communauté, mais également de l'agenda de la personne qui peut être pour le président un intramateur au niveau de la sous-région. Puisqu'aujourd'hui il s'agit de travailler à l'isolement du Rwanda, je crois que les hommes qui peuvent avoir pour des carrières d'adresse assez puissants pour aider le président à maîtriser les acteurs régionaux sont d'une grande importance. Il ne faut pas oublier que vous avez un président qui a perdu quelques relais qui tenaient pour lui l'agenda au niveau régional, notamment des gens comme Bifor Bisselele, des gens comme François Béat, qui avaient les capacités d'agenda au niveau régional. Et donc, en ramenant à ses côtés des gens comme Boussa, des gens comme Bemba, ça lui permet d'élargir ses carnets au niveau régional et donc plus ou moins de construire de nouvelles alliances, notamment avec l'Ouganda. Donc les calculs ont été bien faits de ce côté-là. C'est un coup politique. C'est un coup politique qui vise je dirais, à renverser le rapport sur le terrain à l'Est, mais on va voir si le coup va donner... en fait, la politique, c'est un jeu de poker, hein, et donc c'est un coup de carte. Attendons voir si les résultats vont confirmer ces choix-là. Alors, autre entrée, c'est Peter Kazadi, du côté de l'intérieur. Là aussi, les calculs ont été bien faits. Peter Kazadi, c'est quelqu'un qui, depuis 2018, alors qu'il était, avant les élections,
très proche du président, s'était retrouvé, je dirais, dans les périphéries du pouvoir parce qu'il avait été élu provincial et qu'il n'a pas été à l'Assemblée nationale parce que les grands enjeux se jouaient là. Et donc, pendant très longtemps, il a joué les dossiers privés du président. On l'a vu à l'Assemblée provinciale, il semblait pas très actif, vraiment, c'était vraiment pas sa place. Et donc, en retour en lumière, prouve que le monsieur a réussi à garder une certaine influence autour du président et à revenir à l'intérieur, qui était le poste de l'UDPS. À la place d'Acelo, qui a malheureusement pas donné des résultats assez concluants. Je crois que l'UDPS depuis 2018 tient l'intérieur. Il y avait avant lui Kankondé, maintenant Acelo, aujourd'hui Kazadi. Ça prouve également le changement des rapports au sein du parti. Parce que il faut se rappeler, le Peter Kazadi était en conflit ouvert avec Kabound pendant un temps. Et donc, le départ de Kabound a changé les rapports de force à l'intérieur du parti. Et des hommes qui avaient perdu de l'influence à l'époque de Kabound, comme Peter Kazadi, reviennent en premier plan. Acelo était un produit de Kabound. Et donc, également, le changement au sein de l'UDPS a conduit à ce changement des rapports de force qu'on voit au niveau du parti. Mais par rapport à la maîtrise du secteur, vous avez parlé d'Acelo, après le passage de Kankonde, vous avez dit Acelo, on n'a pas senti vraiment la touche par rapport à ces secteurs. Est-ce que Peter Kazadi sera à l'auteur des tâches de ce ministère? Bon, c'est difficile on va juger l'homme à l'action. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à l'époque de Kabila, les ministres de l'Intérieur étaient essentiellement soit anciens gouverneurs, soit anciens des services de renseignement. Et la maîtrise du secteur. Donc, ils avaient la connaissance du secteur. À part Bouchab, qui n'était ni de l'Intérieur, ni un fils des services. Mais l'essentiel des gouverneurs, si vous voyez les profils des ministres de l'Intérieur, vous voyez les profils, c'était des anciens gouverneurs de province. C'est supposé qu'ils maîtrisent la territoriale, qu'ils maîtrisent le Conseil de sécurité provincial. Donc, et donc, ils sont capables de travailler au niveau supérieur. Depuis l'arrivée de l'UDPS en 2018, ce choix n'a pas été, a été changé. On a davantage des politiques à la tête du ministère de l'Intérieur que des techniciens, gouverneurs ou sécuritaires. On a eu des difficultés avec Kankonde parce qu'il devait s'installer. On a eu les mêmes difficultés avec Acelo. Est-ce que Peter Kazadi tirera les leçons de ses prédécesseurs? Parce qu'il est aussi un politique qui n'a pas fait un parcours soit des territoriales, soit des sécurités. Voyons voir s'il va s'entourer des personnes qui vont l'aider à réussir ces paris-là. Avec tout ce qu'il y a comme défi, Kwamout, la situation à Kwamout. Exactement. Et surtout que nous sommes en train d'aller vers un poste électoral qui pourra être chahuté, agité. Et donc l'intérieur tenant la police. Vous aurez donc un ministre intérieur à Poigne. Peut-être que ce qui a joué, c'est son profil à Poigne, parce que Peter Kazadi, c'est un homme à Poigne, quelquefois assez presque obtus. Et donc, peut-être c'est le profil-là de l'homme à Poigne qu'on a privilégié pour mettre à l'intérieur. Alors, l'économie, c'est Vital Kamerhe, votre analyse. Là aussi, il est à sa place. Vital Kamerhe est économiste à la base, puisqu'il a fait l'économie à l'université. Mais c'est davantage un acteur qui s'est, dans sa carrière professionnelle, éloigné de son secteur d'origine, puis il a été à la communication, à l'Assemblée nationale, et pas vraiment dans ce qu'est sa base de formation, à savoir l'économie. Maintenant, l'entrée de Kamerhe, c'est davantage une entrée politique qu'une entrée technique. On a besoin du politique Kamerhe que du technicien Kamerhe à l'économie. Je crois que c'est ça qu'il faudra voir. C'est plus la récompense d'un allié qui était frustré, qu'il faut garder dans son giron et qu'il faut positionner politiquement, que la récompense d'un technicien d'économie, parce que dans sa trajectoire politique, il a été loin de sa zone de formation. Maintenant, c'est un acteur politique assez doué, assez intelligent, qui sait s'adapter. Il a prouvé dans les passés qu'il avait les capacités de s'adapter dans l'environnement congolais. Je crois que, tenant compte de ses capacités d'adaptation, il pourra s'adapter, mais son choix n'est pas dicté d'abord par les priorités d'autres techniques, c'est l'avantage des priorités politiques. Mais l'intérêt du peuple, on dépend de l'économie, parce que vous voyez que c'est un ministère qui était vide, pratiquement, parce qu'il y avait un intérimaire, le ministre a été démis de ses fonctions. Après cette affaire c'était par rapport par rapport au social de la population. Est-ce que Kamerhe va relever le défi? Kamerhe saura satisfaire la population du point de vue économique? Bon, moi, je suis pas prophète, je suis analyste. Je ne peux faire que des futuribles. Je constate d'abord que c'est un poste qui était à l'AFDC, qui a été donné à l'UNC. Quand on connaît les relations entre Bahati et Kamerhe, ça montre également le changement de rapport de force au niveau du Sud Kivu. Et donc là, on est encore au niveau politique.
comme je le dis, au niveau économique, c'est un homme connu pour ses capacités d'être plus ou moins un bichonneur, un travailleur. Et donc, bien évidemment, ambitieux qu'il est, il tentera de soigner son passage pour que ça serve ses ambitions. Camille est un homme ambitieux, donc ce ne sera pas un passage à vide. Il voudra bien évidemment capitaliser son passage au niveau du ministère de l'économie pour soigner son ambition personnelle et sa carrière. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il pose des actes de gestion qui permettent de s'inscrire dans une dynamique qu'il a fait quelque chose au niveau de l'économie. Mais je reste convaincu que ses choix, son entrée est davantage dictée par des questions politiques que des questions techniques au sens, par exemple, on aurait pu prendre un technicien pur si on voulait travailler sur l'accès technique essentiellement. Le fait qu'on prenne cette casquette-là prouve que la priorité, c'est d'abord les enjeux politiques, mais l'homme sait s'adapter. Alors, vous venez tout à l'heure de dire que c'était un ministère qui était occupé par l'AFDC, aujourd'hui l'UNC. Ça va créer de frustration au sein de l'Union sacrée. Bon, je crois que l'arbitrage autour des postes, c'est toujours comme ça, hein, en politique. On perd, on reprend. Le MLC a perdu la santé pour reprendre la défense. On a vu l'entrée de Kamba qui est autour du président au Task Force Santé, qui a quitté le Task Force Santé qui vient au gouvernement. Donc, il y a toujours un jeu d'équilibre. Et lorsqu'on perd ici, on vous donne ailleurs. Il est très probable qu'on va contenter l'AFDC ailleurs, on leur donnera d'autres fonctions. Et c'est toujours ça, ce jeu d'équilibre, pour mettre à ce que les différents alliés puissent être récompensés. Alors, au niveau du sport, on a pris quand même un expérimenté, un journaliste Kaboulo. Votre analyse? Déjà, il faut rappeler que c'est Steve Konde qui est parti. Steve Konde qui est venu du Katanga, puisqu'il était ministre des Sports du Katanga, mais qui avait hésité à démissionner comme les autres et qui est resté apparemment fidèle au président. Malheureusement, cette fidélité n'a pas été récompensée et donc qui est remplacé par Kaboulo. Kaboulo, c'est quelqu'un que tous les Congolais en tout cas connaissent parce qu'il a beaucoup évolué dans le monde du sport comme chroniqueur, journaliste et donc comme analyste du sport. Mais il y a un grand écart entre l'analyse sportive et la gestion politique du sport. Donc là, c'est les politiques sportives. On attendra de lui qu'il développe d'autres capacités que celles d'analyse sportive et de chroniqueur. Je crois que c'est à lui de profiter du challenge et de montrer qu'il est à la hauteur de l'enjeu. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué dans le secteur et qui n'est pas un acteur nouveau. En fait, l'avantage pour lui, c'est qu'il n'est pas un acteur nouveau. Il connaît le monde du sport. Il connaît pour avoir été analyste, donc un regard, je dirais presque proche du secteur. Il en connaît les problèmes, les défis, les maladies. Maintenant, il faut apporter les solutions. Lorsqu'on est politique, il ne s'agit pas de faire l'analyse, il s'agit d'apporter des solutions. Et on verra sa capacité à apporter des solutions. Parce que pour l'analyse, je crois qu'il a la photographie des problèmes. Il le connaît pour avoir évolué dans les rayons du secteur. Maintenant, il est là-dedans. Alors, on a vu d'autres ministres qui sont restés longtemps, qui ont fait plusieurs, qui sont revenus. On peut voir des ministres qui sont revenus. Didier Boudzimbou, Mouindo Nzangi, il y a même Guy Luando, l'autre Jean-Lucien Boussa, ils sont revenus. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle analyse vous faites? Quels commentaires ça vous inspire? Certains sont chefs de coalition ou de regroupement au sein de l'Union sacrée et donc ils détiennent les députés qui forment cette majorité-là et donc ils sont pour l'instant utiles pour les présidents parce qu'il faut continuer encore à garder la même mise sur la majorité, cette majorité-là qui est assez plastique de l'Union sacrée. Et donc un Jean-Lucien Boussa avec Codé, un Jean-Pierre Liaou qui provient de l'ancien PPRD FCC qui a rejoint l'Union sacrée, garde encore une certaine influence, une certaine mise dans la majorité. Par contre, de gens comme Paluku, qui connaissent également les questions de l'Est, comme Mouindo Nzangi qui a quitté l'Union, qui a quitté l'ensemble et qui a rejoint le président Félix, ont été fidélisés. Mais également pour les cas des gens comme Paluku qui maîtrisent l'agenda de l'Est sont utiles pour les présidents, notamment dans la dynamique de l'Est. Son parti, le Burek, est essentiellement implanté au Nord Kivu et sa connaissance de la région, il a été pendant plus de 2 législatures gouverneur, lui donne suffisamment d'entrée dans la région et donc ils sont des alliés importants pour le président. À Guy Luando, c'est également une dynamique qui se met en place à l'Équateur. Vous avez un acteur qui monte notamment dans la Chuapa, l'Équateur, et qui est un allié important dans la logique où on veut gagner l'Ouest.
Durant l'absence de Jean-Pierre Bemba, un nouveau leadership naissait à l'Équateur. Vous avez des Jean Lucien, des Liaou, des Guy Luando. Et donc cette dynamique-là, le président veut le garder également parce que ça le permet de conforter son leadership à l'Équateur, tout en gardant évidemment Jean-Pierre qui reste pour lui un allié important aussi. Mais par rapport à ce qui n'a pas marché dans leur secteur, voilà, et on peut leur donner une dernière chance, ça peut marcher avec cette reconduction. Bon, ce n'est pas à moi de donner la chance. Je crois que lorsqu'on forme un gouvernement est formé sur base des objectifs politiques. Vous avez par exemple un Boudimbo qui, selon certains journalistes, selon certains tabloïds, notamment Afrique Intelligence et Jeune Afrique, a servi de relais entre Atlantic Council, donc Rachid Dati, pour l'arrivée de l'ancien président Sarkozy. Ça veut dire qu'il a les capacités d'agenda pour aujourd'hui à faire du lobbying à l'intérieur du système. Et donc on peut comprendre que non seulement il soit un allié fort du président à l'intérieur parce qu'il a le soutien très proche de la première dame, mais qu'il soit capable aujourd'hui d'amener l'agenda international avec l'Atlantic Council par exemple. Ça renforce son influence au gouvernement, ça renforce sa position. Il est logique que d'un point de vue politique, ces personnes soient maintenues. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on forme un gouvernement, les objectifs sont-ils politiques ou sont-ils de gestion au sens de gouvernance? L'objectif ici était politique et je crois que le président a conservé ses alliés, fidélisé ses alliés en perspective de 2023, élection ou pas. Alors, autre entrée, c'est aussi une ancienne journaliste, Wivine Moleka, vice-ministre des hydrocarbures. Wivine Moleka. PPRD, FCC, ce sont les transfuges, c'est comme ça qu'on les appelle, du FCC. Aujourd'hui, elle est dans le gouvernement. Wivine Moleka, c'est quelqu'un qui, pendant très longtemps, n'a jamais occupé des postes ministériels. Elle est élue depuis 2006. Elle n'a pas été élue en 2018 et donc elle avait quelque peu disparu de la scène politique. C'est quelqu'un que l'on dit également proche de Vital Kamerhe, et donc le retour en puissance d'un Kamerhe peut justifier également le retour en scène de Wivine Moleka. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui, je peux dire, ne s'est pas retrouvé au PPRD, pas retrouvé comme ministre, pas retrouvé comme mandataire, et donc qui figurait dans le réseau des frustrés que l'on pouvait très facilement, je dirais, ramener vers l'Union sacrée. Ajouter également le fait, c'est peut-être subjectif, mais Wivine Moleka, c'est la sœur d'Albert Moleka, qui a été directeur de cabinet d'Etienne Tshisekedi, et qui depuis très longtemps n'est pas en odeur de sainteté avec sa famille politique d'origine. Et donc, est-ce qu'il s'agit d'un premier pas vers le retour des Moleka dans l'UDPS? Ça également, c'est subjectif, c'est vrai, mais ça, il faudrait également analyser. Ça n'a rien à voir avec vous, hein? Nous avons le même nom, le même aïeul, mais eux ils sont du sud Bangui, moi je suis de la Mongala. Alors sur le plan forme, on peut dire que ce gouvernement a convaincu. Convaincu, je ne pense pas. Ça, il faudra saisir l'opinion, prendre le point de vue de l'opinion. Par contre, c'est un gouvernement, mon point de vue, c'est un gouvernement politique, essentiellement politique, qui sert je dirais, à fidéliser les alliés et à construire autour du président ceux qui vont l'accompagner en 2023 aux élections ou éventuellement dans une logique des négociations, ceux qui sont avec lui. Et donc c'est un gouvernement qui nous prépare aux échéances du second semestre 2023 qui seront essentiellement politiques. Alors il faut aussi faire le bilan des SAM à 1. S'il faut faire un bilan aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? Le bilan était très mitigé parce que c'est un gouvernement qui s'est construit autour de beaucoup d'attentes déjà. On sortait de 2 ans de tensions avec Ilukamba et le président et qui avait énormément d'attentes, mais un gouvernement qui n'a pas pu bénéficier d'un environnement, je dirais, stable, puisqu'on a eu à la fois, avec l'entrée du gouvernement, l'état de siège qui a été lancé, ensuite la pandémie du Covid, et donc des conditions difficiles de fonctionnement. Un gouvernement qui avait des missions, notamment rétablir la paix, retrouver un minimum de stabilité sociale, mais qui ne l'a pas réussi. Et donc, on dira que c'est un gouvernement qui n'a pas répondu aux attentes des Congolais. Donc, maintenant, on va voir avec l'aménagement qui est fait et qui a mis l'accent sur la sécurité et la politique, si ce gouvernement saura répondre aux défis sécuritaires et éventuellement à calmer les besoins sociaux des Congolais. Vous parlez des conditions difficiles, mais moi je pense que les conditions sont encore plus difficiles avec ces gouvernements Sama 2. Oui, les conditions sont encore plus difficiles à l'interne comme à l'externe parce qu'on a un environnement mondial qui est assez instable. On peut du jour au lendemain tomber sur une guerre mondiale ou une crise économique, mais à l'interne également, vous avez une situation de sécurité qui s'est beaucoup dégradée.
et qui n'est pas favorable à une action, je dirais, très calme du gouvernement. Donc oui, les choses sont dégradées, mais nous verrons voir s'ils seront dans les capacités de répondre à ces défis-là. Il faut qu'on leur donne une chance. La chance en politique, c'est quelque chose... Malgré qu'il y a le temps, les facteurs temps qui jouent aussi. Ils n'auront pas beaucoup de temps, parce que si le gouvernement Sama a bénéficié du temps de grâce de 100 jours, 2023 est une année électorale. Donc ils n'auront pas beaucoup de temps, parce que l'année électorale, en politique, il y a une certaine temporalité. Il y a une temporalité de gestion et une temporalité de rédépabilité. Nous sommes dans la temporalité de rédépabilité. Parce qu'ils ne pourront pas dire, nous donnons le temps de travailler pour qu'on vous donne des résultats, parce que nous sommes à l'année des résultats. Donc déjà, ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. Les temps ne jouent pas à leur faveur. Nous sommes en une année de rédépabilité. Ils sont là pour un combat politique, pour mettre à ce que 2023 renforce leur camp politique, quitte à ce que, si le président prend un deuxième mandat, d'asseoir dans la durée les réformes nécessaires pour répondre aux besoins sociaux. Je crois que c'est l'orientation de l'action gouvernementale. Maintenant, ça n'empêche pas qu'ils travaillent également à atténuer les besoins sociaux aux limites des moyens qu'ils auront. Année électorale, est-ce que vraiment il y aura élection? Parce que on voit déjà des politiques qui haussent déjà les temps pour faire de propositions, dialogue, transition sans Félix Tshisekedi, voilà. Parce qu'ils voient déjà que le décor n'est pas bien placé pour qu'on ait des élections. Ben, de plus en plus de voix indiquent qu'il sera très difficile d'avoir des élections dans le délai, en tout cas. Quand on voit la situation sécuritaire telle qu'elle se dégrade, quand on voit comment la CENI est en train de travailler, il y a de quoi se poser des questions sur notre capacité à aller aux élections. Quand on voit les déficits de financement, tel qui est rappelé par le président de la CENI lui-même, il y a des indicateurs qui laissent penser qu'il sera assez difficile d'avoir les élections cette année. Quoi qu'il en soit, c'est une hypothèse, qu'on puisse l'avoir ou non. Si on ne l'a pas, les débats seront politiques. Je crois que c'est à ce moment-là également qu'il est nécessaire pour chaque femme politique de resserrer les alliances autour de soi en perspective soit des négociations, soit tout du moins des enjeux politiques majeurs. Alors qu'on voit déjà Fayoulou par exemple donner des propositions, transition sans Félix Tshisekedi, ça sera possible. Ce sont des éléments de langage de l'opposition, ce sont les mêmes éléments de langage que l'UDPS a utilisé en 2018, qui peuvent être des postures de négociation. Parce qu'en politique, on peut faire de la surenchère en termes de discours pour se positionner dans un débat. Quitte à ce que, lors des échanges, qu'on arrive au moyen terme. Donc ça peut être des éléments de langage de posture, de négociation, mais ça peut être également une stratégie de l'opposition. Ça veut dire tenter le coup que l'UDPS a tenté en 2016, d'avoir une transition sans Kabila. Dans le contexte actuel, ce sera difficile d'avoir une telle démarche, mais bon, ça dépendra de la capacité de la société civile, des acteurs à fédérer et à imposer un rapport de force sur le terrain. Et c'est que privilégie les élections et de la situation sécuritaire que la tenue des élections. Ça, c'est encore une équation très compliquée parce que la situation sécuritaire est liée aux élections aussi. Peut-être qu'on ne le voit pas très bien. Parce que tout ce que nous sommes en train de subir est lié à la légitimité. C'est parce qu'autour, il y a le débat de légitimité. Donc les élections participent à renforcer la légitimité et donc à répondre aux sécuritaires. Si on n'a pas des élections, on conforte les questions d'illégitimité, donc d'instabilité, et donc ça va renforcer les questions sécuritaires. Maintenant, là où les débats semblent intéressants, c'est autour de faut-il partir avec une partie de l'opinion qui n'est pas enrôlée? Parce qu'on dit on serait à 22% d'enrôlés dans le Nord Kivu, 3 en Ituri. Ça veut dire qu'énormément de Congolais n'ont pas été enregistrés. Est-ce qu'il faudrait avoir des scrutins sans le Nord Kivu? Est-ce qu'il faudrait avoir des scrutins avec tout le monde? Est-ce que ce n'est pas un discours politique derrière les raisons sécuritaires? Ce sont des questions, des réflexions qu'il faut mener au niveau de CT et lever les options qui s'imposent. Mais en 2018, il y avait des problèmes sécuritaires au niveau du Grand Bandundu. Il y avait des problèmes à l'Est également. Mais il y a eu élection. Aujourd'hui, particulièrement, on n'a pas réussi à juguler l'insécurité comme en 2018. En 2018, c'est vrai, à Béni, c'était davantage les raisons de santé qu'on avait données à l'époque de la pandémie d'Ebola. Et il y avait le cas de Yumbi qui était des cas de violence communautaire. Mais si vous prenez aujourd'hui la cartographie sécuritaire, vous verrez qu'on a plus d'instabilité aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait également le Kasaï, mais qui s'était quelque peu maîtrisé. Aujourd'hui, on a plus d'instabilité parce qu'on va de l'Ituri à Mambasa jusqu'au Sud Kivu, éventuellement au Tanganyika. Donc vous avez une zone d'instabilité qui s'est élargie. Vous venez à l'ouest, vous avez Kwamut, vous avez Maluku ici, vous avez le Maïndombe. Donc la zone d'instabilité s'est davantage accrue
que ce que nous avions Contrairement en 2018. En 2018. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas parler élection? Est-ce que ce n'est pas justement nécessaire d'avoir des élections pour conforter la légitimité de ce qui se fera après? Moi, je crois que c'est un débat qui reste ouvert, mais un débat qui doit être fait sans passion et sans partisanerie politique. Voilà. Alors, toujours par rapport à la sécurité à l'Est, puisque nous l'avons évoqué, il y a ce balai diplomatique. Après la délégation de l'Union des Nations Unies, il y a la délégation de l'Union africaine qui était là, Nicolas Sarkozy également, l'ancien président français. La question est de savoir est-ce qu'on doit continuer à recevoir ces délégations qui parlent aussi de l'Est, autant plus que la situation ne change pas de ce côté-là. En fait, les différents balais diplomatiques témoignent de ce blocage que nous avons aujourd'hui. Nous avons des processus de paix qui sont bloqués, régionaux en tout cas. Vous avez un processus de Nairobi qui ne tourne pas, vous avez un processus de Luanda qui ne marche pas. Parce que le M23 ne se retire pas, malgré les quelques mouvements de retrait, qui gardent ses positions, et vous avez un gouvernement qui ne se décide pas à dialoguer. Donc vous êtes dans un sort de statu quo. Comment on fait pour débloquer le statu quo? Je crois que c'est ce que justifie ces différents balais diplomatiques que vous voyez au Congo et éventuellement au niveau de la région pour tenter de trouver une issue diplomatique à l'option militaire. Parce que ce qui semble aujourd'hui être resté sur la table, c'est l'option militaire et pour certains, il faudrait ouvrir l'option négociée, donc l'option diplomatique et politique pour essayer de trouver une solution négociée à ce conflit. Voilà. Christian Modeka, nous arrivons déjà à la fin de notre magazine Kiosque. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion par rapport à tout ce qui a été dit? Bon, ce qu'il faudrait dire en termes de conclusion, c'est que alors qu'on pensait au début de mandat assister à un renouvellement de la classe politique, on l'a vu, tout le monde a salué le gouvernement Ilukamba avec de nouveaux visages, de nouveaux acteurs, eh bien la réelle politique aujourd'hui nous a ramenés vers les vrais rapports de force sur le terrain. Ce sont les acteurs politiques les plus ancrés qui restent le maître du jeu politique au Congo, ça il faut le constater. Et nous avons un gouvernement qui consolide une alliance autour du président Félix. Maintenant, ce qu'il faudrait observer, c'est comment va se comporter l'opposition politique. Parce que vous avez une opposition pour l'instant qui est multitête, avec une tête autour d'une position, un pôle autour de Fayoulou, un pôle autour de Katumbi, un pôle Matatakine, et éventuellement un Mukwege qui pourrait réunir. Est-ce que l'opposition politique sera capable également de travailler à la convergence d'un pôle? C'est ce qu'il faudra observer, parce qu'il y a un bloc qui se met en place autour du président. Si en face, il n'y a pas un bloc qui se met en place, l'élection étant d'un seul tour, eh bien, il est fort probable de voir l'opposition à nouveau tomber dans cet art de division et rater l'opportunité encore de répondre le pouvoir. Donc, veillons voir dans les jours à venir comment l'opposition politique va se comporter, s'ils seront capables de répondre politiquement à ce qui a été lancé comme message. Et la grande attente par rapport à ce gouvernement Samad? La grande attente, elle est sécuritaire. Donc, on va voir comment, dans les jours à venir, ce gouvernement parviendra soit à enclencher un processus militaire avec une réorganisation qui donne l'avantage à l'armée nationale, soit à engager un processus politique, mais qui permette de stabiliser la situation et éventuellement nous amener soit vers les élections, soit vers des négociations politiques pour un glissement. Les sociales de la population aussi, il ne faut pas oublier, hein, parce que on parle de mais c'est pas à moi d'oublier, c'est les ventres aussi. Hein. C'est pas à moi d'oublier. Malheureusement, les priorités sont celles-là. J'espère simplement que pour faire campagne, le gouvernement a conscience que pour faire campagne, il faudrait donner à la population des raisons d'espérer. Et pour donner des raisons d'espérer, il faut donner des dividendes sociaux, des petits dividendes sociaux pour donner aux gens l'espérance de croire à un projet futur. Parce que venir vers un peuple pour solliciter un mandat, c'est se vendre un projet futur d'espérance. Et si les gens ne croient pas à l'espérance de ce projet-là, ils ne vous suivront pas. Ils ont intérêt également à donner des réponses aux besoins sociaux, mais la priorité, malheureusement, restera politique et sécuritaire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que la réélection de Félix Tshisekedi dépendra de la réussite de ce gouvernement Samad? L'élection politique, la victoire dans une élection dépend de beaucoup de facteurs. Déjà, le président est en train de réussir à construire une alliance assez large autour de lui, des alliés, parce que pour gagner au Congo, il faut avoir des alliances stratégiques fortes. Ensuite, il faudrait avoir une opposition. Si il n'a pas d'opposition en face de lui, si la loi Tchani écarte des opposants, si la CENI met en place un processus
qui ne permet pas plus d'inclusivité, eh bien, il est fort probable qu'il passe, même si son rendu social ne répond pas aux attentes. Malheureusement, au Congo, le débat politique ne tourne pas essentiellement autour de l'offre, mais autour de personnalité. Et donc, il est fort probable qu'avec une légitimité faible, il puisse passer, quel que soit le rendu du social qu'il puisse donner. Voilà, Christian Moleka, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce magazine Kiosque. Bon début de week-end. Nous nous retrouvons lundi à la même heure avec le même plaisir. Merci à Doudou Montiri, le réalisateur du Kiosque, l'homme de Mongafula. Demain, au revoir. Lundi, pardon. Au revoir.